Madame, Monsieur, bonsoir. Un épisode 100% élection ce soir. Présidentielle en Turquie, législative sur fond des municipales et régionales en Espagne. Le président turc sortant, Recep Tayyip Erdogan, l'a emporté par plus de 52% des suffrages face à son concurrent Kemal Kılıçdaroğlu, battant ainsi tous les records de longévité à la tête de ce pays. Pourtant, ce n'était pas vraiment gagné pour le rallier, à cause notamment de la crise économique, des conséquences du séisme dévastateur du 6 février dernier ou encore d'une opposition unie comme jamais. Erdogan a perdu pourtant à Ankara, à Istanbul, à Izmir ou encore à Antalya. Et côté diaspora turque, eh bien, ces scores sont au-dessus de la moyenne nationale, par exemple en France, en Belgique ou en Allemagne. En revanche, il a récolté moins de 20% des voix aux US ou encore au Canada. Maintenant qu'il est réélu, Erdogan, président de tous les Turcs, quelle marge de manœuvre pour mener à bien ses promesses électorales? Comment va-t-il régler la question des réfugiés? Et quelle politique étrangère de la Turquie après ces élections? Réponse en première partie d'émission. En seconde partie, nous revenons sur la lourde défaite pour le Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez en Espagne lors des élections municipales et régionales tenues hier dimanche 28 mai. Face à ce revers local, Sánchez avance ainsi les élections générales au 23 juillet prochain. Comment interpréter cela? Quelle explication à la percée de l'extrême droite au scrutin local? Quel impact sur la politique étrangère? Là encore, mais pour ce voisin ibérique, pour répondre à ces questions, deux experts avec nous sur le plateau de questions d'actu. Professeur Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Et un plaisir renouvelé d'accueillir professeur Zakaria Boudahab, professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur Boudahab. Bonsoir Madame Khadija. Et bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Merci. Alors on va commencer par les élections en Turquie, donc deuxième tour qui s'est tenu ce week-end et qui s'est soldé par un vainqueur, c'est le président sortant Recep Tayyip Erdogan. Mais il s'est soldé aussi par un autre vainqueur, c'est la démocratie. Un taux de participation parmi les plus élevés dans le monde, on peut le dire, Mostafa Sahimi. 88% au premier tour, 85% au deuxième tour. Symbole de maturité de la démocratie turque. Je vais nuancer, si vous le permettez, puisque vous donnez un certificat de démocratie à ce vote. Erdogan, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Voilà. Je parle du taux de participation. Oui, non, j'y viens. Les votants ont voté. Et donc, le voilà réélu pour un troisième mandat, avec un chiffre important que vous avez donné. C'est vrai, formellement, la procédure de vote fonctionne en Turquie. C'est-à-dire, les urnes ne sont pas trafiquées, elles ne sont pas détournées, hein, et il y a un élan de civisme des Turcs avec le taux de participation que vous avez indiqué de 85,6%, d'ailleurs en baisse de 2,5 points par rapport au premier tour. Pour autant, mon interrogation est celle-ci. Quels sont les mécanismes et les procédures qui ont conduit à cela? Je vais quand même vous rappeler que ce sont des procédures non démocratiques et non pluralistes. Un exemple, le discours d'Erdogan, le dernier discours pour la campagne électorale, a été retransmis en direct par 26 chaînes de télévision publiques et privées. 26. Le candidat de l'opposition, donc Kılıçdaroğlu, il a eu qu'une seule télévision. Donc les chances ne sont pas égales et donc la pratique démocratique est inégalement répartie. Deuxième point, j'en tire cette conclusion, c'est qu'avec Erdogan, nous avons un parti-État. C'est un parti-État qui est aux commandes, qui donc mobilise l'appareil d'État, les administrations, etc. Et je puis vous dire, nous avons tous suivi ce scrutin, pas seulement au vu de déclarations des opposants et autres, etc., il y a eu une mobilisation des administrations, des entreprises, des moyens matériels, psychologiques, etc., pour arriver à cette conclusion-là. Donc c'est pour ça que je formule ces réserves pour ce qui est de l'élection du président Erdogan pour un nouveau mandat. C'est intéressant parce que, comme je l'évoquais dans mon introduction, il a quand même perdu dans de grosses villes, Ankara, Izmir, Antalya. Enfin, mais
dans son discours, quand les images qu'on est en train de suivre d'ailleurs, devant cette foule en liesse, devant son immense palais à la périphérie d'Ankara plutôt, il a déclaré que la nation entière de 85 millions a gagné. Professeur Abou Dahab, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une réussite pour Erdogan qui hérite quand même d'une nation divisée? Alors, au vu des scores, justement, vous avez parlé des scores. Bon, d'abord, c'est vrai, première remarque, c'est qu'il n'y a pas un grand écart entre M. Erdogan et Ağoğlu, donc pratiquement c'est 4%, 48%, 52%. C'est de justesse, plus ou moins. Deuxièmement, déjà le 14 mai, la Turquie a organisé les élections locales, si vous voulez, et c'était en même temps les élections législatives, et le parti, l'AKP, avait remporté toute proportion gardée, une certaine majorité. Et il fallait, bien entendu, puisque M. Erdogan n'a pas pu dépasser les 50% plus 1 pour rempiler pour un troisième mandat, cette fois-ci. Exactement. Alors ça, d'une part. D'autre part, si on veut plus ou moins utiliser certaines catégories de sociologie politique, de théorie politique, on dirait que M. Erdogan, c'est un peu le partisan ou le défenseur d'une certaine idéologie un peu conservatrice, populiste, comme on dit, islamo-nationaliste, populiste, si vous voulez, et en même temps le néo-ottomanisme. Globalement, on distingue trois passages ou trois aires géostratégiques de la Turquie, du temps de la proclamation de la République par Mustafa Kemal Atatürk, 1923 jusqu'à 91 avec la dislocation de l'Empire soviétique, 91 jusqu'à 2002 avec l'arrivée précisément du Parti de justice et du développement. Ils ont donc pris notamment Istanbul, l'ancienne capitale, pour fief, qui a été perdu, il faut le rappeler, il y a quelques... Il était maire d'Istanbul, d'ailleurs. Oui, il était maire d'Istanbul. Ainsi, tout à fait. Et de 2002 jusqu'à aujourd'hui, en général, les observateurs parlent d'un retour au Grand Sud, même si son ancien ministre des Affaires étrangères et également Premier ministre... il s'appelait d'ailleurs Ağoğlu. Il avait écrit un ouvrage qui a été traduit, c'était sa thèse d'État, Al-Umq al-Stratégie, la profondeur géostratégique, zéro problème, etc. Doctrine qui a été rompue, on le sait, la Syrie, la Libye, nous y reviendrons peut-être. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des problématiques qui doivent être réglées durant les 5 prochaines années. Vous avez peut-être parlé du séisme de février, Madame Khadija, 2023. Il était terrible, la question de l'inflation, la dévaluation de la lire, la question des réfugiés, le rapport avec des pays comme la Syrie, la question des Kurdes, etc. Il a besoin... Ce sont des promesses électorales qu'a faites Erdogan. Est-ce qu'il a les moyens, justement, de... Ce sera difficile, mais de répondre à ses promesses et de tenir ses promesses. C'est une gageure. Mais une gageure, est-ce qu'il a la foule derrière lui? Est-ce qu'il n'a pas créé, justement, une scission entre ce qu'on appelle la Turquie profonde et une certaine élite? En témoignent les chiffres dans les grandes villes de Turquie. Tout à fait. C'est le débat, d'ailleurs, quand on voit... Le professeur Sahimi, c'est vrai, il a bien vu la question du monopole des espaces publics, télévision, la TRT, etc., etc. Ok, nous sommes des observateurs neutres, on suit un peu la neutralité axiologique, comme disait Max Weber, mais deux observations peut-être. C'est la société un peu clivée. Il y a, par exemple, Génération Post 2002, qui n'a jamais connu d'expérience, c'est pas les jeunes d'aujourd'hui, et qui sont plus promptes à des ouvertures, à un libéralisme un peu à l'occidental, ils sont un peu pro, vous voyez. Mais en même temps, je dirais qu'il ne faut pas lire peut-être ce qui se passe en Turquie à partir d'un prisme occidental. La Turquie avance en fonction de ses paramètres. N'oublions pas que c'est la 11e puissance économique du temps de M. Erdogan d'ailleurs. Et ce qu'il a poussé à mettre en valeur plus ce capital engrangé depuis quelques années quand même, 11e rang. Parfois, la Turquie a atteint les 2 chiffres de croissance économique, etc. Nous y reviendrons la dimension géopolitique. Mais donc, grosso modo, en tout cas, toute proportion gardée, il est là pour 5 ans. Il doit donc relever les défis à venir. Alors, si vous avez rien à ajouter là-dessus, on aimerait bien passer au défi. Si vous permettez, sur ce plan, le bilan, il est ce qu'il est. Il est à nuancer de nouveau. Alors, je ferai la distinction entre l'image et le rang de la Turquie à l'international et va y revenir sur le plan intérieur, quand même, c'est important.
la livre turque vaut aujourd'hui, un dollar donne 20 livres turcs. Une dévaluation. Une dévaluation, elle a perdu 6% depuis le mois de janvier, et elle a perdu 60% depuis 4 ans. J'allais dire, sans irrespect, que c'est devenu une monnaie de papier, pour ne pas dire monnaie de singe, mais le fait est là. Le fait est là. Donc, il y a également l'inflation. Si on devait comparer aussi combien coûtait un dirham pour combien de lire il y a quelques années et aujourd'hui, il y a une grande différence, mais au contraire. C'est-à-dire que le dirham a été dévalué devant la lire, ce qui n'arrange pas nos exportations et arrange plutôt celles des Turcs. Parce que précisément, ils sont dans un processus d'évaluation qui favorise leurs exportations. C'est ça le mécanisme économique. Alors, premier point. Deuxième point, quand même, les restrictions des libertés. Les restrictions des libertés, il a profité... Ah oui, en Turquie, ça c'est à son passif. Il a profité du coup d'État, entre guillemets, de 2016, de juillet 2016, organisé dans des conditions opaques d'ailleurs, etc., pour arrêter des centaines de magistrats, de journalistes, des milliers de hauts fonctionnaires, des militaires, etc. Et ça a été un processus de prise en main totale de l'appareil d'État, de l'appareil sécuritaire et de l'armée. Autre point aussi, il n'a pas, normalement, il aurait dû être pénalisé par les conséquences du séisme du mois de février. Séisme important qui avait lieu dans les régions... si on voit les chiffres, on ne s'attendait pas à ce que les chiffres soient aussi rapprochés pour les deux candidats. Mais on pensait que, les observateurs pensaient que la sanction serait plus forte, d'autant que le séisme, c'était 50 000 morts et puis 3 millions de personnes déplacées. C'est posé d'ailleurs le problème du vote de ces personnes déplacées, c'est-à-dire la domiciliation pour avoir la carte d'électeur, etc. Il y a également un autre élément que l'on avait en tête, c'était de penser que malgré tout, il y avait, du fait de la sociologie de la nouvelle Turquie, des jeunes, etc., un désir d'ouverture et de changement. Eh bien, tout ça, ça n'a pas beaucoup pesé et finalement, il est arrivé à ce score-là. Alors, ce score-là, c'est quand même intéressant parce qu'il a bénéficié, on va sûrement y revenir, du fait des difficultés des partis d'opposition. Ce qui a joué, me semble-t-il, en dernière instance, malgré ces points négatifs et restrictifs que je viens d'évoquer, c'est le fait que leur cumul n'a pas été décisif. Pour autant, pour ce qui est du projet d'avenir, j'ai lu des sondages récurrents qui ont été faits auprès des jeunes de 18 à 40 ans. 75% des jeunes turcs aujourd'hui, dans cette tranche d'âge, pensent, s'ils en avaient les moyens, émigrer dehors, émigrer et partir ailleurs. Donc il y a là l'expression d'un malaise de société, d'un malaise d'une certaine jeunesse, etc. Autre point maintenant sur l'international, il a bénéficié d'un élément important, c'est, me semble-t-il, de deux éléments cumulatifs, c'est la stabilité et la sécurité. En dernière instance, les Turcs, ceux qui ont voté en tout cas pour lui, les 52%, ils ont dit, bon, on connaît, il tient la barre, il tient la boîte, il est là, il a de l'autorité, il a du charisme, ce que n'avait pas le candidat de l'opposition, il a du charisme, etc. Et puis, il y a fondamentalement la fierté turque. Il faut connaître la Turquie, c'est un peuple fier, avec des valeurs, etc. Et puis, dans la mémoire collective turque, c'est transmis de génération en génération, il y a Kemal Atatürk, évidemment, il y a un siècle, et puis il y a la nostalgie de l'Empire ottoman, qui était un des grands empires donc, du monde euro-occidental. Donc autant d'éléments qui finalement se sont dit, bon, ben, on connaît, il tient le gouvernail, il a de l'autorité, il fait respecter la Turquie, son rang international, et bien on va voter pour lui. Alors, en parlant d'international, il y a eu bien sûr beaucoup de messages de félicitations, notamment de l'Occident. On parle aujourd'hui d'un allié de l'OTAN. Rien ne risque de changer après cette élection. C'est-à-dire que ça ne va qu'appuyer le rôle, finalement, de cette Turquie, avec à sa tête Recep Tayyip Erdogan, comme un acteur indéboulonnable, tout aussi indéboulonnable que le chef de l'État,
est aussi inévitable pour la région, dans le conflit russo-ukrainien, et j'en passe. Dans une atmosphère géopolitique trouble, au moins Erdogan sait mettre le curseur géostratégique. Déjà, l'Occident, de façon générale, est habitué à sa rhétorique, ça d'une part. On a vu les réactions, les félicitations, que ce soit de M. Biden, que ce soit de M. Macron même, je pense de l'Allemagne, etc. Premier pays à avoir réagi, vous savez, c'est la Somalie. Et quand vous cherchez, pourquoi ? Parce que la Turquie a une base militaire en Somalie. Et ça lui permet d'avoir une projection en mer Rouge. Ce qu'on peut dire aussi que la Turquie, c'est une puissance, il faut le dire, régionale. C'est une puissance régionale. Et au-delà. De premier plan et au-delà, avec des ambitions, c'est vrai. Elle est membre de l'OTAN depuis le début des années 50, au même titre que la Grèce. Et elle est membre de l'OCDE depuis début des années 60, même de la création de cette organisation, qui regroupe à peu près 40 États dits développés. C'est ce qu'on appelle le second monde. Ce n'est pas le premier monde, les pays les plus industrialisés, ni le tiers-monde. Troisièmement, la Turquie est membre de plusieurs organisations. Si rapidement on fait une petite géopolitique, elle est frontalière de beaucoup de pays, la Syrie, l'Irak, l'Iran, etc. Deuxièmement, on parle aussi, même on utilise le concept de patrie bleue, que ce soit quand on parle de la mer Noire, on parle de la mer Maïmara, on parle de la mer Égée, on parle de la Méditerranée orientale et au-delà. On peut même parler de la mer Caspienne, mais comme projection. Parce que l'Azerbaïdjan est très lié à la Turquie. C'est un peu le Turkménistan au sens géoculturel, ce n'est pas au sens territorial du terme. Et par ailleurs aussi, elle a su développer beaucoup de liens avec le monde arabe. Vous savez, 2008, il y a eu lancement à Istanbul, ce qu'on appelle le dialogue turco-arabe ou arabo-turc. Il est fractionné aussi à ce qu'on appelle le forum économique, etc. Par ailleurs, la Turquie est membre de pas mal d'organisations. Vous prenez l'organisation de coopération de Shanghai qui a été créée en 2001, mais elle est partenaire, elle n'est pas membre à part entière. Elle est membre d'une organisation qui a été créée autour de la mer Noire. On peut même utiliser pour les chers téléspectateurs le groupe MICTA, c'est-à-dire le Mexique, l'Indonésie, la Corée, c'est en anglais, Korea. La Turquie et l'Australie qui a été créée en 2013, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Elle a des ambitions, elle est présente en Afrique. Sur le plan économique, c'est quand même... Elle est présente en Afrique, pas que pour le business. Oui, bien sûr, ça va de soi. Ça va de soi. Le G20, elle est membre du G20, et ainsi de suite. Donc elle essaye de construire, de consolider une puissance internationale aussi, mais elle a besoin d'autres contributions, d'autres alliés, parce que parfois, la crise économique, etc. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que Erdogan puisse d'abord se raccorder géopolitiquement avec des pays à la suite d'un certain nombre d'ingérences qualifiées ainsi par certains pays, comme en Libye, par exemple. On le sait, parce que la Turquie a toujours soutenu le gouvernement de transition qualifié d'être islamiste, entre guillemets. Par rapport à la question de la Syrie, par rapport à la question des Kurdes, etc., les relations parfois froides avec la France. Quand Macron, qu'est-ce qu'il a parlé du coma cérébral, mort cérébrale. Oui. Quand la Syrie a passé un deal avec M. Trump, en fait Erdogan avec M. Trump, pour intervenir au nord de Syrie pour chasser les éléments armés des Kurdes, etc. Donc ce qui fait, il y a des atouts, il y a également des faiblesses. Aujourd'hui, je le crois, il faut que la Turquie aille encore de l'avant pour donner l'exemple d'un pays qui peut jouer véritablement le sens ce qu'on appelle une puissance relationnelle, capable de jouer les intermédiaires, comme pour le cas de l'accord sur les céréales, pour le conflit entre la Russie armée et l'Ukraine, et ainsi de suite. Oui. Avec le Soudan aussi. Et le Soudan. Avec cet élément, si vous le permettez, supplémentaire, c'est que dans le cours de cette campagne, il y a eu le primat du nationalisme. Oui. Et de l'hypernationalisme. Et du populisme. Regardez ce que dit le président russe. Quand il a félicité Recep Tayyip Erdogan, il a évoqué un résultat logique qui apporte, je cite, la preuve évidente du soutien de la population à sa politique. Oui, mais soutien de la population, mais ce n'est pas populiste. Le registre, c'est plutôt celui du nationalisme forcé, accentué de la Turquie. Ça ne veut pas dire pour autant que ça minore ou que ça mette en équation un autre référentiel d'Erdogan et de son parti, l'élément religieux. Il ne faut pas oublier... Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'aujourd'hui, la politique de Recep Tayyip Erdogan
n'est-elle pas au contraire, vraiment je vous interpelle là-dessus, n'est-elle pas au contraire pragmatique et laïque? Je vous réponds. Compte tenu de cette politique étrangère que mène Erdogan, avec les uns comme les autres, sans les nommer. Je comprends parfaitement votre interpellation et j'y réponds ceci. La campagne a mis l'accent sur des thèmes nationalistes. Pour un certain nombre de raisons, le rang de la Turquie, les valeurs, le respect qui est dû à la Turquie. Pour autant, le substrat fondamental reste un substrat, pour ce qui est de l'AKP et d'Erdogan, un substrat religieux. L'AKP est un maillon de la chaîne des frères musulmans. Il faudra bien qu'on le dise une fois au cours de cette émission. Et oui, l'AKP, c'est un maillon de la chaîne des frères musulmans. Et la particularité des frères musulmans, c'est qu'il n'y a pas de reniement. Il y a une sourdine, il y a le fait de laisser passer l'orage et la répression quant à ça, mais fondamentalement, les FM, les frères, restent les frères tout le temps. C'est comme les communistes qu'on disait dans le temps, un communiste reste communiste à vie. Les socialistes, c'est plus changeant. Mais donc fondamentalement, et ça se vérifie dans les prises de position de la Turquie dans un certain nombre de dossiers, en Libye, mon collègue ami y a fait référence, en Afrique, et des soutiens, notamment dans un certain nombre de pays au Moyen-Orient, de mouvements de direct ou indirect, etc. Deuxième élément qui joue aussi sur ce plan-là, je crois, c'est que c'est une puissance régionale. Une puissance régionale, pourquoi la Turquie est membre de l'OTAN. Oui. Si la Turquie n'était pas membre de l'OTAN, nous aurions une minoration de son statut et de son action géostratégique. Elle est membre de l'OTAN et donc elle est un élément clé du dispositif de l'OTAN depuis les années 50. D'autre part, c'est une des meilleures armées de l'OTAN. Il faut le dire. Deuxième. Eh oui, il faut le dire. Troisième point, il y a un niveau technologique de cette armée, de l'industrie militaire, on le voit, avec les drones, avec les équipements, avec tout ça, les hélicoptères, etc. Et quatrième point, c'est un pays qui est devenu une puissance économique, 10e, 11e pour ce qui est du PIB, avec une capacité d'innovation et de création de richesses. Le problème, c'est que c'est mal réparti, mais la Turquie, 85 millions d'habitants, un PIB donc important, est une puissance qui compte comme puissance régionale. Et on l'a vu pour ce qui est des accords sur les céréales entre l'Ukraine, la Russie, etc., dans d'autres secteurs au Moyen-Orient, etc. Oui. Un dernier point peut-être sur ce dossier des élections turques avant qu'on ouvre celui des élections en Espagne, messieurs. Juste par rapport à la stratégie africaine de la Turquie. Un petit mot là-dessus, professeur Aboutal. Alors, la Turquie, il est vrai, a développé une sorte de marketing géopolitique et géoéconomique assez remarquable, et notamment après l'arrivée de l'AKP au pouvoir, surtout avec des réseaux de distribution, y compris au Maroc. Elle a utilisé également une batterie de mesures ou d'instruments, notamment les accords de libre-échange. D'ailleurs, on pourrait même parler de l'accord de libre-échange conclu avec nous en 2004, entré en vigueur en 2006. Elle a su également, il faut le rappeler, parce que l'État subventionne massivement un certain nombre de secteurs. Et d'ailleurs, c'était un peu le point de discorde entre le Maroc et la Turquie autour des subventions publiques. Du dumping. Et du dumping, exactement, quand parfois on casse. Il y avait un contentieux entre nous au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, mais le Maroc, finalement, avait retiré la plainte et on a préféré plutôt activer bilatéralement. Le principe d'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Janvier 2020, l'ancien ministre, Moulay Hafid Lalami, avait rencontré la ministre, vous savez, la ministre des Affaires étrangères. Pourquoi ? Parce que le commerce est intégré dans une vision large de politique et de géopolitique. Donc on est un peu dans un concept qui a été développé par, je pense, Kissinger et par Osno. Ça s'appelle le linkage, si je francise un peu l'expression. C'est comment lier la géopolitique, donc la sécurité. Vous avez parlé, c'est Mustafa, des drones. Baïk, Akhtar, les fameux qui ont été... En fait, c'est par référence au nom de son gendre.
Oui, je savais. Oui. Qui était au MIT, Massachusetts Institute of Technology. La construction navale aussi, il faut le rappeler, la Turquie a traversé des années très importantes. Donc, ce qui fait la projection turque, elle est dans cette optique-là, et les Turquie d'autres pays, mais dans le cadre aussi des triangulations. J'ai d'emblée cité le cas de la Somalie. Donc voilà, avec tout son poids, la Turquie essaye de faire valoir ses atouts pour en même temps élargir ses marchés comme débouchés à l'exportation et utiliser des moyens d'action, des dispositifs, comme on le dit, que ce soit sur le plan militaire. Attendez, alors c'est en Ukraine. Je crois que les Ukrainiens même chantent victoire grâce aussi à l'utilisation des drones. Des drones, absolument. Alors que les Iraniens avaient plus soutenu les Russes. C'est sûr que le pouvoir en place va utiliser ces leviers pour redynamiser son économie, parce que c'est là où le bas blesse, et c'est ce qui a joué en défaveur d'une majorité écrasante pour le président sortant et réélu. C'est ce qu'on appelle, si vous le permettez, une diplomatie multicarte, multi-alignement. Oui. Multi-alignement, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux dans la politique étrangère de la Turquie, bien sûr, mais à côté de ça, il y a beaucoup de pragmatisme, voire d'opportunisme. Je vous signale qu'en décembre 2022, la Turquie a assisté au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ah oui. Créé par la Russie, la Chine, etc. Alors que la Turquie est membre de l'OTAN. Exact. Ouais. Mais c'est cet opportunisme-là qui m'a fait poser la question tout à l'heure par rapport à l'islamisme de ce leader, qui reste quand même très proche d'Israël, etc. C'est-à-dire qu'il reste quand même un leader très pragmatique. Je peux vous répondre. Peut-être pas laïque, mais en tout cas dans sa politique étrangère très laïque. Je peux vous répondre en 10 secondes, si vous permettez, sur ça. L'idéologie des frères musulmans, dont l'AKP est une des composantes, s'inscrit dans un temps long. D'accord. Ce qui n'empêche pas beaucoup de pragmatisme. Bon, vous avez parlé de nationalisme. Les élections locales en Espagne, et là, c'est une défaite cuisante pour le parti du Premier ministre Sanchez, qui a annoncé avoir communiqué au roi Felipe, le chef de l'État, sa décision, je cite, de dissoudre le Parlement et de procéder à la convocation d'élections générales qui se tiendront le dimanche 23 juillet. Une grande défaite du Parti socialiste. C'est dû à quoi ? C'est une montée du socialisme qui est en train de s'éparpiller un peu partout en Europe. Bon, les sondages donnaient évidemment un recul du PSOE, du Parti socialiste espagnol, lors de ces deux scrutins, scrutin municipal et scrutin des régions. Le gouvernement, Pedro Sánchez, chef du gouvernement Pedro Sánchez, a fait campagne sur son bilan économique en disant j'ai fait face à la pandémie, pris les mesures appropriées, il y a une reprise économique significative en Espagne, à la différence d'autres pays européens, France, autres, etc. Maintien du pouvoir d'achat. J'ai promulgué, fait adopter des lois sur l'euthanasie, la hausse du SMIC, la hausse des pensions de retraite, la réforme du Code du travail, la facturation électrique, la limitation des hausses des loyers, etc., qui sont des mesures dites de gauche. Bien. Mais à côté de ça, sur son bilan, il y a eu un certain nombre d'autres mesures qui ont brouillé ce message-là. Par exemple, il y a eu une loi qu'il a faite adopter sur le consentement sexuel. Consentement sexuel, c'est compliqué, mais j'explique que ça a eu pour effet de faire sortir de prison des centaines de détenus condamnés pour des délits, des crimes sexuels. Et donc, ça a été exploité. Il y a eu également un mouvement, une formation séparatiste de basque qui a présenté une quarantaine de candidats dans des municipalités, mais qui sont des anciens de l'ETA, et 7 condamnés pour des crimes de sang. Et tout ça est évidemment exploité, instrumentalisé par le Parti populaire. Donc, il y a ce qui a joué, semble-t-il, de ce qui était prévisible en tout cas, c'était l'usure du pouvoir. Il est là depuis 2018, ça use, le pouvoir, ça use. Il y a aussi le fait qu'il y a
une situation économique qui est encore tiède, il y a une inflation qui est forte, même si elle est moins forte que dans d'autres pays européens. Et puis, il y a aussi le fait que, tactiquement, le Parti populaire ne s'est pas battu sur les bilans des municipalités et des régions sortantes. Il a fait une campagne, il a saisi l'opportunité de ces deux scrutins, scrutin municipal et région, pour faire une campagne nationale. C'est un peu c'est comme si c'était une répétition avant les législatives. Les élections législatives qui étaient prévues pour décembre. Et c'est pour ça que tous on a été surpris quand il y a eu cette annonce par Pedro Sanchez des élections législatives anticipées le 23 juillet. Donc, vous qui êtes un constitutionnaliste, justement, le fait de perdre comme ça les élections locales fait que le Premier ministre change l'agenda électoral et avance le scrutin, la date du scrutin. Formellement, du point de vue du texte espagnol de Constitution de 1978, rien n'oblige le chef du gouvernement dont le parti a perdu des positions dans les municipalités et régions à présenter sa démission, à décider mécaniquement, si je puis dire, des élections législatives anticipées. Son mandat finit en décembre. Mais le problème n'est pas constitutionnel et juridique, me semble-t-il, le problème est politique. Pourquoi il a pris cette décision qui a surpris d'ailleurs tout le monde? Le 23 juillet, c'est-à-dire c'est dans 55 jours. Pour reprendre la main et ne pas laisser le climat politique se dégrader parce qu'il aurait été confronté pendant 6 mois jusqu'à décembre à une guerre permanente du Parti populaire et de ses alliés, parti d'extrême droite, Vox, etc. Et donc, ça aurait été une situation intenable. Intenable parce qu'il serait apparu comme un chef de gouvernement avec un parti minoritaire, si je puis dire, entre guillemets, sanctionné par les urnes municipales et régionales, et donc c'est une situation qui aurait été tout à fait délétère et non maîtrisable. Et en reprenant la main et en décidant des élections législatives, il ne donne pas la possibilité au Parti populaire en particulier de s'organiser durablement dans la perspective du scrutin de décembre. Et donc, ils sont obligés maintenant d'accélérer, de préciser leur position. Ce qu'ils n'ont pas fait, parce qu'ils n'étaient pas prêts pour présenter un programme de gouvernement pour fin juillet. Donc, pour vous, c'est un geste tactique? Non, c'est une opportunité politique, parce qu'il reprend la main, il gêne le Parti populaire et ses alliés, y comprime, si vous le permettez, le délai. Et en même temps, il fait de ces élections anticipées du 23 juillet un test national. C'est-à-dire, c'est lui qui demande maintenant un vote de confiance, si je puis dire, des électeurs, non pas au sein du Parlement, mais auprès du corps électoral espagnol, pour leur dire, voilà mon bilan, je vais le présenter cette fois-ci au plan national. OK. Et non pas au niveau des municipalités, jugez-moi sur mon bilan et jugez mes concurrents sur leurs propositions. C'est une tactique aussi. C'est une tactique, absolument. C'est une tactique. Alors, le Parti populaire, 31% des suffrages, 6 régions socialistes qui basculent à droite. Et là, je repose la même question que je vous ai posée, que je pose à Abou Dahab. Est-ce que vraiment il y a un vent de droite, voire d'extrême droite, qui souffle très fort sur les pays européens, et notamment en Méditerranée, parce que là, il y a l'Italie, comme certains observateurs le disent, que c'est un peu le laboratoire de la démocratie européenne. Ça, c'est ce qui se passe en Italie. Ne manque pas de se diffuser un peu partout en Europe. Est-ce que ça risque d'être le cas et que les conservateurs reprennent le pouvoir, comme ils ont été chassés du pouvoir par ce même Pedro Sanchez et son parti en 2018. On l'a même vu en Turquie. J'ai posé la question à en complément à votre question, on l'a même vu en Turquie, c'est du poussé à droite et de l'extrême droite. Avec une poussée, si vous permettez un mot, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, des slogans racistes, notamment du parti d'opposition. Oui, l'opposition qui était contre les réfugiés. Des slogans racistes contre les réfugiés syriens. Ça, c'est en Turquie. Oui. Alors, professeur Abou Dahab. Première remarque, sans être un fin connaisseur de la vie politique en Espagne, mais globalement, on peut dire que depuis pratiquement 1977,
avec même la fondation du Parti populaire. Parti populaire en Espagne, en fait, c'est le parti franquiste, pour familiariser les chers téléspectateurs, c'est-à-dire, en réalité, c'est l'Espagne nationaliste, un peu impériale, catholique, etc., etc. Et depuis cette date et au-delà, en fait, on a constaté une certaine alternance au pouvoir, notamment entre le Parti populaire et le Parti socialiste, qui, avait mené la démocratie espagnole. L'Espagne était une dictature. Et ensuite avait préparé l'adhésion de l'Espagne à la CEE, à l'époque, la Communauté économique européenne en 1986, au même titre que le Portugal, exactement, et qui a fait 7 ans de gloire, il faut le dire, a produit des politiques, Felipe González, etc. Et si vous me permettez, en parlant du Maroc, on a eu plus de difficultés quand le Parti populaire était au pouvoir. Aznar était quelqu'un avec qui nous gardons quand même une certaine amertume, mauvais souvenir en 2002 avec l'îlot del Perfil. C'est ça. Et par la suite, Zapatero, quand il a accédé au pouvoir, je pense c'était en 2004, et qui a correspondu exactement aux attentats de Madrid, on a vu une détente dans les relations entre le Maroc et l'Espagne. Et pour dire aujourd'hui que nous sommes peut-être dans un moment d'inflexion, ce qui fait que nous devons prêter attention précisément à ce nouveau cycle politique, comme le disait alors Alberto Núñez Feijóo, c'est le secrétaire général du Parti populaire. Il y a un an, il vient de rempiler pour un mandat pour diriger le parti et en même temps potentiellement diriger le prochain gouvernement. Il faut rappeler aussi que l'Espagne est un État composite ou composé, parce qu'il y a ce qu'on appelle les autonomies, donc les communautés autonomes au nombre de 17. Je ne vais pas citer les 2 villes autonomes, entre guillemets, et avec aussi des provinces et avec, bien entendu, des municipalités. La différence est 2 millions et quelques votants, donc qui ont basculé vers le camp du Parti populaire. On peut dire et de Vox. Et Vox, exactement. Alors, Ciudadanos et pratiquement l'autre Podemos sont pratiquement absents du champ politique aujourd'hui. Alors, Vox a été fondé en 2013. C'est un parti... il dit que moi, je ne suis pas un néo-nazi, je ne suis pas néo-fasciste. Mais c'est un ultranationaliste. Ultranationaliste d'extrême droite. Et le gouvernement prochain, potentiellement, au cas où le Parti populaire remporterait les élections avec Vox, va être contraint de constituer un gouvernement de coalition nationale. Comme ce qu'a fait Sanchez avec la gauche radicale. Exactement. En 2018, rappelons que c'est important pour nous, Mariano Rajoy, qui dirigeait le gouvernement, est sorti par la petite porte. Il y avait une motion de censure. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, la presse espagnole, la télévision espagnole, les autres parlent d'un tsunami politique. C'est vrai que 2 millions, ce n'est pas beaucoup, mais sur le plan de la sémiologie politique et des indicateurs de changement, ça renseigne que la société espagnole est dans un tournant, un moment d'inflexion, et donc nous devons nous aussi nous préparer au post-23 juillet. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour nous au Maroc et qu'est-ce que cela pourrait changer si ce gouvernement espagnol venait à basculer à droite, voire même dans une coalition avec Vox de l'extrême droite? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans nos relations qui sont on ne peut plus au beau fixe depuis quelques mois? Mustafa Sahimi. Il ne vous a pas échappé, évidemment, que le Maroc suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Espagne, en particulier avec ce scrutin-là. Alors, qu'est-ce qui va changer? D'abord, ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est des intérêts d'État. Des intérêts d'État. Le Maroc a fait l'expérience d'un certain nombre de pays où des majorités ont changé, en France, ailleurs, tout ça, etc. Et fondamentalement, prévalent en dernière analyse l'intérêt d'État des 2 côtés qui font que, entre les déclarations de campagne électorale, les postures, les gesticulations des uns et des autres avant l'accès aux responsabilités, et l'accès aux responsabilités, il y a une grande marge. Le Parti populaire de droite est un parti qui aura certainement des responsabilités de premier plan, donc, et son secrétaire général, Alberto Núñez Feijóo, si le scrutin se confirme, va être le prochain chef de l'exécutif. Est-ce qu'il aura évidemment besoin d'une alliance avec le parti d'extrême droite Vox? Oui, certainement, avec quand même une réserve. Je ne crois pas beaucoup, ça c'est un peu le métier, je ne crois pas beaucoup à un effet mécanique, un effet mécanique qui ferait que les résultats des municipales et des régions se retrouveraient facilement
dans 8 ou 9 semaines lors des élections législatives, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et ça, nous avons des éléments comparatifs de sciences politiques sur ça, qui atteste qu'un scrutin local peut être un scrutin d'amertume, de colère, de gestion du quotidien, ça ne marche pas, etc. La région, c'est la même chose parce qu'il y a un patriotisme régional dans les 17 communautés espagnoles. Quand il s'agira à ce moment-là de désigner une majorité devant investir un nouveau chef du gouvernement, les paramètres ne sont pas les mêmes. Et les électeurs espagnols, ils sont sur ça suffisamment politisés, avec une presse dynamique, etc. Donc, une réserve, on peut travailler sur ça évidemment, une réserve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un effet mécanique, encore moins, me semble-t-il, une amplification des résultats des municipales et des régionales. Maintenant, enfin, je réponds à votre question. Je disais qu'il y avait des intérêts d'État. Évidemment, nous aurons à trouver, avec l'éventuelle nouvelle équipe dirigeante espagnole, si elle est de droite et avec une alliance, des éléments de stabilisation et de réglage des rapports bilatéraux qu'il y a. Il y a des accords qui ont été signés, il y a des engagements qui ont été pris. Et puis, vous savez, le Maroc n'est pas demandeur, hein. Le Maroc a un certain nombre d'atouts dans ses relations avec l'Espagne. Ce que je veux dire, est-ce que finalement la politique étrangère n'est pas l'attribut seulement du parti au pouvoir? Est-ce que ça s'applique aussi pour l'Espagne? C'est-à-dire que les enjeux justement suprêmes de l'État... J'y venais. Oui. Vous savez, la nouvelle équipe de droite et d'extrême droite à Lyon, si elle arrivait à la tête de l'exécutif, qui est une hypothèse pour l'instant, mais on raisonne sur ça, elle aurait un partenaire privilégié comme le Maroc, elle devrait prendre en compte un certain nombre d'éléments fondamentaux pour les relations avec le Maroc. 1, le contrôle de la question migratoire. 2, la position géostratégique du Maroc dans la région, ensuite les intérêts espagnols au Maroc qui sont importants et les énormes potentialités qu'offre le Maroc sur l'économie locale et internationale. Dernier point, et je finis sur ça, la nouvelle équipe devra savoir qu'il y a une gouvernance de la diplomatie qui ne laissera rien passer pour ce qui est notamment de la question nationale, et nous avons des exemples avec ce qui s'est passé avec l'Espagne et avec l'Allemagne. Merci beaucoup, Mustafa Srimi. Merci, Zakaria Boudahab, si vous n'avez rien à ajouter. Oui, allez-y. Comme vous voulez, non, ça dépend du temps de l'émission. Là, on peut imaginer le scénario pire, entre guillemets, parce que la continuité serait facile de dire qu'il n'y aura pas de chamboulement. Ce que je voudrais dire par là, c'est que même avec M. Pedro Sanchez, il y a plus de 2 années, on a eu ce problème avec l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Donc le clash était dans le cadre de ce gouvernement sortant. Albares l'a remplacé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est, je crois, jouer un peu sur le path dependence, ce cadre stratégique de relations qui a été progressivement mis sur pied à partir d'avril 2002 et consolidé en février 2023. Maintenant, c'est un test, à mon sens, politique, diplomatique pour nos 2 États, avec les chantiers ouverts, liaisons fixes, candidatures, etc. Ce qu'il faut, c'est une bonne chose pour nous, pour vérifier, nous Marocains, si réellement l'État espagnol est prêt à aller de l'avant pour prospecter sur les nouvelles opportunités stratégiques. Que ce soit avec le Parti populaire, que ce soit avec le Parti socialiste, pas Vox, mais ce sont véritablement les 2 poids politiques au niveau espagnol. Avec les 2, on pourra travailler pour aller de l'avant. Et il s'agit aussi de composer. Vous avez bien fait de rappeler la candidature pour abriter la Coupe du Monde, donc candidature. Et l'Espagne qui va présider bientôt l'Union européenne le 1er juillet 2023. C'est important, attention. Exact. Merci. Et nous sommes en veille vigilante. Voilà, sur la vigilance se termine cette émission. Merci beaucoup, Mustafa Srimi. Merci Zakaria Boudahab. Je vous en prie, Madame Khadija, avec plaisir. Merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée à tous.